Le problème du monde moderne, c'est que les sciences physiques ont pris beaucoup d'avance et ont créé des armes de destruction massive, tandis que les sciences sociales, mais en ce qui concerne l'interaction, disons, entre les individus ou les groupes de personnes, on n'a pas trouvé d'autre moyen de résoudre les conflits, à part donner un coup de brique sur la tête. Aujourd'hui, nous utilisons des armes atomiques, biologiques et chimiques, plus des briques. Et en jouant avec tout ça, nous pouvons facilement rendre notre planète inhabitable. Continuer d'avancer comme avant et espérer qu'aucune catastrophe n'arrivera de notre vivant, c'est bien, mais il ne faudra pas attendre très longtemps pour que cela arrive à quelqu'un. Ce seront nos enfants ou petits-enfants au plus. Cela arrivera forcément, à moins que nous ne trouvions une autre voie, une autre façon de coexister. De l'expérience. Il n'y en a pas dans ce qui fonctionne, oui, il n'y en a que dans ce qui ne fonctionne pas. Mais néanmoins, commençons à examiner les problèmes urgents. La tension entre la Chine et les États-Unis augmente, et notre département d'État a publié un avertissement qui montre clairement que la Chine se prépare à un conflit. Nous ne savons pas à quel point ni jusqu'où l'empire du milieu est prêt à aller, cela ne nous est pas encore clair. Le jeu honnête de la Chine. Depuis des dizaines d'années, la Chine a commencé à évincer ses concurrents du marché des semi-conducteurs. Bon, je prends un marché précis, en principe ils font ça avec beaucoup de produits, mais analysons un cas concret. Ils utilisent des tactiques de plus en plus agressives et enfreignent toutes les règles de l'économie de marché. Pour devenir, disons, le fournisseur dominant dans chaque secteur particulier, eh bien ils ont choisi plusieurs secteurs et là-bas ils essaient de faire quelque chose. Ces actions ont donc conduit à un déséquilibre commercial et à de graves dommages pour l'économie, disons, des États-Unis d'Amérique. Eh bien, pas seulement, mais nous parlons maintenant de l'Amérique. Les États-Unis ont déposé une plainte contre la Chine auprès de l'Organisation mondiale du commerce, à quoi la Chine a répondu que les États-Unis utilisaient illégalement des droits de douane. Et ils sont obligés de répondre. Eh bien, en gros, pour ainsi dire, là-bas c'est « Et vous, vous êtes encore pire » ou « Vous aussi, vous n'êtes pas correct ?» La consultante de la Banque mondiale, Cathy Zachary, a travaillé en Chine et connaît bien l'économie chinoise ainsi que, en réalité, les dirigeants de ce pays. Écoutons donc ce qu'elle va nous dire. Eh bien, il semble que le président Trump essaie très efficacement de stabiliser le marché, d'engager des négociations avec Pékin, en permettant aux entreprises de rapatrier leur production dans le pays et de restructurer l'industrie des semi-conducteurs. Et ce qu'il fait avec Xi Jinping, c'est ceci. Il y a une menace d'augmentation des tarifs en juin 2027, mais il y a aussi une période pour les négociations et ce réajustement. Le président Trump a aussi conclu un accord exceptionnel avec Micron de 200 milliards de dollars pour financer la recherche et le développement dans les semi-conducteurs en Virginie, Idaho et New York. Et donc, il semble que ce soit une sorte de tactique défensive et offensive, alors que Pékin a dominé le marché pendant si longtemps et en a profité. Mais cela a coûté très cher aux entreprises américaines. Trump va donc en profiter et, espérons-le, conclure un excellent accord avec Xi Jinping sur les semi-conducteurs. Quoi de ça? Il est clair que Trump négocie la construction de 3 usines de semi-conducteurs sur le territoire des États-Unis. De plus, un accord avec Macron est en cours, donc en plus de l'accord avec Macron, la construction de 2 autres usines est également en cours. Mais tout cela ne se fait pas rapidement. Donc ces premières puces commenceront à être produites en quantité industrielle en 2026, mais la véritable production en série aura lieu de 2027 à 2030. C'est-à-dire qu'au début de l'année 2030, les États-Unis pourront couvrir 50% de leurs besoins. Peut-être, ou peut-être qu'il leur faudra encore 1 an ou 2 grâce à leur propre production, donc encore 5 ans et leur propre production. En plus, il y a ce qu'on appelle l'importation depuis des pays amis. Et ils pourront ainsi couvrir les besoins des États-Unis dans ce secteur des produits stratégiques. Et ce sont des produits stratégiques. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça arrive rapidement, c'est une fenêtre d'opportunité. La Chine sait que ses leviers de pression diminuent chaque jour. Eh bien, pour l'instant, non, mais en général, disons 6 mois ou 1 an passent, et nous nous rapprochons de plus en plus, et nous produisons de plus en plus de ces mêmes semi-conducteurs.
Si aujourd'hui les États-Unis ne peuvent tout simplement pas survivre sans les livraisons chinoises, d'ici 2030, l'industrie militaire deviendra indépendante de la Chine, c'est-à-dire que le temps d'action de la Chine est compté. S'ils comptent faire quelque chose et nous contenir pour que nous ne les gênions pas trop maintenant, alors que nous n'avons pas encore appris, messieurs, à résoudre les problèmes pacifiquement. Le Pentagone alerte dans son rapport annuel au Congrès sur l'évolution de la sécurité en Chine. C'est le ministère de la Guerre qui l'a écrit. La principale stratégie militaire de la Chine vise directement à vaincre les États-Unis grâce à une mobilisation nationale que Pékin appelle la guerre totale nationale. Le renforcement militaire historique de la Chine a accru la vulnérabilité du territoire américain. La Chine possède un large arsenal nucléaire, naval, conventionnel, à longue portée, ainsi que des capacités cybernétiques et spatiales pouvant menacer directement la sécurité américaine. J'aimerais connaître votre avis, car ce matin, il y avait une analyse approfondie de cette question dans le magazine. La flotte de Trump peut-elle rivaliser avec celle de la Chine? Et peut-être que nous parlons du problème de Taïwan, et c'est un problème, et je le sais. Le ministère de la Défense a également averti qu'il semble qu'une attaque contre Taïwan pourrait avoir lieu. Cela pourrait arriver cette année, ou peut-être en 2027. Mais vous voyez que la présidente agit vraiment pour au moins amener les navires de la marine américaine dans une nouvelle ère, dans un nouveau siècle, peut-être à cause de la menace chinoise. Qu'en penses-tu? Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas un hasard si le président Trump a lancé la flotte d'or, dite flotte de Trump, juste avant le rapport du Pentagone. En insistant sur les capacités navales de la Chine, celle-ci dispose d'un arsenal maritime en expansion et sait combiner moyens militaires et civils avec une forte capacité de production. J'ai dit que c'est 232 fois plus que les États-Unis pour les navires militaires, civils et commerciaux. Donc, le président Trump est absolument d'accord et les États-Unis doivent prendre de l'avance et commencer à rivaliser avec la Chine. Parce que la Chine ne s'est pas arrêtée depuis des décennies. Alors que les États-Unis ont ralenti la construction de nos navires de guerre et en fait le renforcement de notre armée, la Chine a redoublé d'efforts, a triplé, augmenté exponentiellement ses capacités militaires. Le rapport du Pentagone, surtout après 3 ans en Chine, m'a beaucoup inquiétée. Je suis très reconnaissante que le président Trump prenne de l'avance sur ces questions. J'espère et prie que démocrates et républicains soutiennent cet effort bipartisan pour renforcer nos forces armées. C'est Cheryl. En ce qui concerne la Chine, les États-Unis ont une autre mission importante ou une tâche importante: empêcher la population chinoise d'1,5 milliard de personnes de s'installer sur un 1/6 des terres émergées. Autrement dit, d'une manière ou d'une autre, fusionner avec la Russie est la première tâche de l'administration Trump. Donc il semble que la fin de la guerre en Ukraine, puis l'intégration de la Russie dans la vie de l'Occident, c'est-à-dire son détachement du Sud global et de l'Asie, soit les brins, soit les objectifs. Et l'Europe entrave activement ce processus, elle fait constamment obstacle à chaque tournant. Bien qu'ils comprennent parfaitement, pour ainsi dire, ce que fait l'Amérique et pourquoi elle le fait. Les dirigeants européens ne cachent même pas leur intention, non seulement de ne pas réduire ou mettre fin à l'escalade du conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais au contraire de l'attiser, au point que même Zakharova, vous savez qui c'est, elle a commencé à les appeler des faucons. Les protecteurs d'Europe occidentale du régime de Kiev, en premier lieu ceux de l'Union européenne et du Royaume-Uni, ne songent absolument pas à la paix, ils ne pensent qu'à l'argent qu'ils prétendent transférer au régime de Kiev et qu'ils espèrent ensuite récupérer. Mais pas sous forme de fonds officiellement alloués, mais plutôt à travers ce système très corrompu. Un soi-disant prêt sans intérêt à l'Ukraine d'un montant de 90 milliards d'euros a été approuvé. Comme l'a déclaré le président français Macron, ce prêt est destiné à financer, et je cite mot à mot, les efforts militaires de Kiev pour la période de 2026 à 2027. Eh bien, c'est bien ce que vous pensiez, n'est-ce pas? Très éclairé, Cyril, et je mets ce mot entre guillemets. L'Europe, qui ne cesse de proclamer son attachement à la paix d'Ishtitské et à la nécessité d'un règlement pacifique. Prenez ces 90 milliards d'euros et investissez-les dans des programmes de développement économique pour l'Ukraine.
Oui, bien sûr, même s'ils sont eux-mêmes ukrainiens. Ce sont eux qui ont détruit l'État ukrainien, mais non, cela ne fait absolument pas partie des plans de l'Union européenne. C'est cette haute bureaucratie bruxelloise. Ils ont besoin d'un bain de sang. Selon elle, l'Ukraine ne remboursera sa dette que si la Russie paie les soi-disant réparations. Ici, bien sûr, c'est un mélange de vérité et de mensonge. Mais le fait est que l'Europe ne veut pas la paix, elle veut soit entraîner la Russie dans une impasse pour très longtemps, et ainsi ne pas donner au Kremlin la possibilité, je le sais, d'avancer davantage vers l'Occident. Soit ils veulent recevoir un retour personnel de leurs investissements dans la guerre en Ukraine, au lieu, comme le dit Zakharova, d'investir cet argent dans la reconstruction de l'Ukraine. Des tentatives très nuisibles et malveillantes d'États, surtout d'Europe occidentale, cherchent à saboter ces efforts et à détruire tous les succès diplomatiques. Dans nos discussions continues avec l'administration américaine, nous appelons systématiquement nos collègues à s'opposer activement à ce processus destructeur. Pour notre part, nous restons prêtes à poursuivre notre travail dans le cadre établi au plus haut niveau. À Anchorage, nous avons toujours été ouvertes à la coopération, au partenariat et à l'amitié. La seule condition que nous avions, c'est que le droit international devait être strictement respecté, et cela inclut absolument tout, aussi bien les lois elles-mêmes que la morale. Qui a attaqué qui? Ce que Zakharova a complètement oublié de mentionner, c'est que la Russie a détruit de façon barbare la moitié de l'Ukraine, tuant environ un demi-million d'habitants du pays et sacrifiant 1 million de vies russes. Même lorsque tu envahis un pays étranger, les gens se battent les uns contre les autres. Cela dure déjà depuis au moins 5000 ans. On peut le faire, en combattant les militaires, en visant des cibles militaires. Ou alors, on peut complètement oublier la morale, la dignité humaine, la compassion, et larguer des bombes sur des jardins d'enfants. Bien sûr, il faut accuser quelqu'un d'autre de ses propres crimes, comme un voleur qui crie au voleur en pointant du doigt quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous sommes littéralement témoins d'un mépris total de l'état de droit dans la mer des Caraïbes, où il semble que des méthodes depuis longtemps oubliées de saisie illégale d'actifs appartenant légitimement à d'autres pays renaissent, à savoir la piraterie, le raid et le banditisme pur et simple. Selon le droit maritime international, un tel comportement civil est qualifié de violation de la liberté de navigation, consacrée à l'article 87 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Nous condamnons sans réserve de tels incidents et appelons à la stabilité, à la légalité et à l'ordre dans le domaine maritime. Je confirme à nouveau que l'ambassade de Russie à Caracas et les spécialistes russes au Venezuela travaillent normalement. La Chine n'a pas apprécié d'avoir été expulsée du Panama, perdant ainsi un petit cadeau de prix appelé le canal de Panama, qu'elle n'a pas construit, mais qu'elle avait réussi à s'approprier habilement. La direction du Panama. Ils n'ont pas apprécié que les États-Unis aient averti le Danemark de ne pas traiter avec la Chine sur le Groenland. Ils n'approuvent pas les actions des États-Unis en Ukraine. Mais ce qui contrarie le plus la Chine, c'est le droit politique américain d'évincer la Chine d'Amérique latine. Arrêtez-vous un instant et regardez la carte, car les plus grandes puissances mondiales s'affrontent. En eau internationale, un immense pétrolier transporte près de 2 millions de barils de brut. Aussitôt, les forces américaines sont intervenues. Washington s'empare d'un pétrolier vénézuélien qui se dirigeait directement vers la Chine, sans tir de sommation pour faire la une, sans aucune diplomatie discrète. Ici, une interception totale, un message public et une onde de choc mondiale. Découvrons ce qui s'est passé. Donc, les États-Unis ont intercepté et confisqué un pétrolier vénézuélien transportant environ 1,8 million de barils de pétrole brut. La destination était la Chine. Selon Washington, il s'agissait d'un commerce inhabituel. Les États-Unis affirment que ce navire appartenait à la flotte fantôme du Venezuela, un réseau de pétroliers contournant les sanctions américaines. En cachant les propriétaires, changeant de pavillon et transportant discrètement du pétrole à travers les océans. Mais c'est grave. Pourquoi ? Cela ne s'est pas produit au large du Venezuela, ni lors d'une prise de port, mais en pleine mer. Et cela change absolument tout, parce qu'en ce moment même, les routes commerciales sont menacées, la sécurité énergétique est mise à l'épreuve. Et la rivalité entre les grandes puissances est devenue publique.
Après cela, la réponse de la Chine a suivi et elle a été très ferme, bruyante et dangereuse. Bien sûr, Pékin est en colère. La Chine a qualifié les actions des États-Unis de piraterie, d'ingérence et de violation du droit international. La Chine affirme que le pétrole a été acquis légalement et que les États-Unis n'ont aucun droit de bloquer une transaction énergétique souveraine. Ce n'est pas un langage diplomatique, mais un avertissement direct, crucial pour la Chine. Elle est la bouée de sauvetage économique du Venezuela. Le Venezuela cherche des acheteurs, la Chine veut du pétrole bon marché et les sanctions américaines les rapprochent. Pour Pékin, il s'agit d'une question cruciale de sécurité énergétique, d'indépendance commerciale et de résistance au contrôle américain sur les routes maritimes mondiales. La Chine profite bien des sanctions occidentales. Dès que les producteurs ont un seul client et de nombreuses offres, le client choisit, il choisit ce qui est plus pratique, moins cher. Et là, les États-Unis, dans les eaux internationales, disent « Nous appliquons simplement, pour ainsi dire, ces sanctions que nous avons imposées, nous ne faisons pas que les annoncer, nous les appliquons. » Et la marge des Chinois a diminué. Donald Trump, il est très déterminé en ce moment. Les sanctions seront strictement appliquées et il n'y aura aucune zone grise. Alors, la grande question est, la Chine va-t-elle reculer? Les analystes se demandent si la Chine va renforcer l'escorte maritime pour les livraisons de pétrole, si Pékin va défier les autorités américaines en mer et si les navires chinois pourraient commencer à riposter. Après tout, les mesures de rétorsion ne doivent pas forcément être des missiles, n'est-ce pas? Cela peut être une pression commerciale, une escorte diplomatique, une escalade ou un positionnement militaire ailleurs. Les États-Unis essaient d'équilibrer le commerce avec la Chine, et bien sûr avec le reste du monde, ils essaient aussi de mettre fin aux guerres. Les États-Unis tentent de stopper l'approvisionnement des terroristes en argent et en armes, ainsi que le flux de drogue qui tue 100 000 Américains par an. Et il y a des acteurs, c'est-à-dire des pays, des personnes, des entreprises qui font d'énormes fortunes grâce à cela, et les États-Unis les gênent. Et oui, la Russie observe aussi cela de près. Moscou soutient déjà politiquement Caracas. La Russie peut-elle désormais envoyer sa flotte, augmenter les exercices conjoints et faire du Venezuela une nouvelle scène de guerre par procuration? Si la Russie intervient, ce ne sera plus une affaire entre les États-Unis et le Venezuela, mais mondiale. Et encore une fois, le nœud est lié à l'affrontement entre la Chine, la Russie, le Venezuela, l'Iran et cette partie du monde que nous appelons l'état de droit, la civilisation occidentale et les valeurs humanitaires. Mais en fait quoi? Maintenant, En 2025, la tension entre les États-Unis et la Chine a atteint un niveau jamais vu depuis la guerre froide. La Chine montrait activement sa puissance, exhibant de nouveaux navires et menant des exercices avec les arsenaux de la marine et de l'armée de l'air. Ils pénétrèrent parfois même dans l'espace aérien prétendument protégé de Taïwan. En 2024, la Chine a mené plus de 3600 incursions militaires dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan. Les États-Unis ont réagi par des mesures politiques comme la réduction des échanges et ont montré leur puissance militaire, notamment en faisant surface un sous-marin fin septembre. Ces partenariats avec le Japon, la Corée du Sud et l'Australie visaient tous à renforcer la défense afin de prévoir un conflit potentiel. Il est bien connu que la Chine considère les États-Unis comme l'un de ses principaux rivaux et adversaires géopolitiques. Et bien qu'aucun des deux pays n'ait fait de déclaration directe excluant un conflit militaire direct, les conflits diplomatiques et les canaux entre eux se sont refroidis et sont impossibles à prévoir. À la différence d'autrefois, la stratégie militaire actuelle s'exerce dans un contexte de décision rapide, de communication instantanée et de technologie exigeant des réactions immédiates. Une seule erreur de l'une des parties peut déclencher une guerre facilement mondiale. Mais à quoi ressemblera cette erreur ? Voici donc 5 scénarios possibles qui pourraient faire passer la situation actuelle de confrontation à un véritable conflit. Ce sont des scénarios militaires. les experts discutent donc de qui, pourquoi et comment une guerre entre les États-Unis et la Chine pourrait commencer. Cela m'a intrigué, alors j'ai décidé de vous en parler. Scénario 1. La tension en mer de Chine méridionale devient mortelle. Elle est désormais l'arène maritime la plus dangereuse du monde, où les gardes-côtes, armés de canons à eau, s'affrontent chaque jour pour voir qui cédera.
La véritable raison de ce conflit est relativement simple. La Chine revendique la souveraineté sur pratiquement toute la mer de Chine méridionale en utilisant sa tristement célèbre ligne des 9 traits. Cette ligne est rejetée par le droit international et les pays riverains sans constituer une revendication de souveraineté. Elle est soutenue par une présence de plus en plus agressive de navires des gardes-côtes, de la milice maritime et de l'escorte navale. Les États-Unis mènent souvent des opérations de liberté de navigation, envoyant des destroyers dans les eaux revendiquées par la Chine. Pendant ce temps, les Philippines, le Vietnam et la Malaisie, parmi d'autres alliés des États-Unis, voient leurs bateaux de pêche harcelés, leurs ressources maritimes menacées et leur souveraineté contestée au quotidien. Le début du conflit pourrait être provoqué par quelque chose d'aussi anodin qu'une expédition de routine qui tourne mal. Par exemple, une mission philippine ravitaille les troupes sur le Sierra Madre, un navire de la Seconde Guerre mondiale échoué servant d'avant-poste de Manille sur le banc Second Thomas. Les gardes-côtes chinois tentent à nouveau de bloquer la route, mais cette fois, la manœuvre ne se passe pas comme prévu. Le canon à eau d'un patrouilleur chinois désactive accidentellement, ou même intentionnellement, le système de direction du navire philippin qui se retrouve alors hors de contrôle. En quelques minutes, l'incident est retransmis en direct mondialement. Le gouvernement des Philippines, confronté à une pression intérieure et lié par un traité de défense mutuelle avec les États-Unis, appelle immédiatement à l'aide. Les forces américaines dans la région sont redéployées vers le lieu de l'incident. Ce scénario est dangereux en raison de la forte concentration de forces à proximité immédiate chaque jour. On y voit des vedettes de la garde côtière chinoise, des bateaux de pêche et des milices qui sont en fait des navires militaires. Des destroyers de la marine de l'armée populaire de libération, des destroyers américains, des patrouilleurs philippins et des navires de la garde côtière vietnamienne opèrent tous dans les mêmes eaux disputées. Donc le premier scénario, c'est une trop grande concentration de navires avec des capitaines nerveux. Taïwan est la cible la plus probable pour une crise conflictuelle délibérée. Comme mentionné, la Chine tente activement d'intimider Taïwan pour qu'il suive ses règles. Pour Pékin, la réunification avec Taïwan est un objectif national clé, directement lié à la vision de Xi Jinping. Sur la grande renaissance de la nation chinoise d'ici 2049, ce qui est pratiquement accepté comme le rêve commun chinois ou le rêve du Parti communiste chinois. Ceci est perçu comme la dernière étape pour surmonter les humiliations historiques et affirmer la Chine comme la principale puissance d'Asie. L'île est située à un point clé de la première chaîne d'îles qui empêche la Chine d'accéder à l'océan Pacifique ouvert. Son industrie des semi-conducteurs, produisant environ 90% des puces les plus avancées, est la base technologique des armées modernes, de l'intelligence artificielle et des économies numériques. La Chine essaye depuis longtemps, sans succès, d'acquérir cette technologie. L'annexion de Taïwan par la Chine bouleverserait l'équilibre en Asie et pourrait éliminer l'influence américaine dans l'Indo-Pacifique. D'ici 2026, Pékin pourrait réaliser l'urgence car l'identité taïwanaise se renforce avec le soutien militaire des États-Unis et de leurs alliés. Les ventes d'armes américaines récentes comprenaient missiles anti-navires, drones et systèmes de défense aérienne. Et la plupart d'entre eux commenceront à arriver d'ici 2027. La Chine ne commencera probablement pas par une invasion de grande ampleur, car ce serait trop coûteux, risqué et voué à l'échec vu les avantages géographiques et la défense de Taïwan. Pékin mène une campagne de coercition, intensifiant la pression pour étouffer Taïwan jusqu'à sa soumission. Elle commence par des exercices militaires de grande ampleur non déclarés qui ne se terminent jamais. Les navires de la marine de l'armée populaire de libération établissent un blocus lâche autour de Taïwan, une quasi-blocus, mais suffisant pour rendre les compagnies maritimes nerveuses. Les tarifs d'assurance pour les navires et les cargaisons, en principe, n'ont aucune importance. Les navires de la garde côtière chinoise inspectent les navires commerciaux près de Taïwan, invoquant de nouvelles règles de sécurité sur des eaux revendiquées par la Chine. En même temps, la Chine mène des cyberattaques complexes contre les infrastructures critiques de Taïwan, ciblant les réseaux électriques, les systèmes bancaires, les réseaux de communication et l'industrie des semi-conducteurs. Finalement, cela provoque un blocus privant Taïwan de sa souveraineté et de ses revenus, impactant aussi les États-Unis et leurs alliés. Cela freine le commerce et la recherche technologique. Les États-Unis soutiennent toujours officiellement Taïwan. Taïwan, bien sûr, est l'une des principales sources potentielles de conflits, l'un des principaux déclencheurs, comme on dit aujourd'hui, que les États-Unis ne laisseront pas tomber. D'après le numéro sur le coffre-fort du musée et les travailleurs de Facebook, cela ne concerne pas le développement, la santé ou la liste appropriée. Voici ce que nous savons des représentants de la Chine à raconter cette semaine. lightweightunlockworm.com, information interne.
Le différend de pêche autour des îles Senkaku Diaoyudao se transforme en conflit. Les îles Senkaku ou Diaoyudao en Chine sont 5 rochers inhabités couvrant seulement 2,7 milles carrés en mer de Chine orientale. Personne n'y vit en permanence et il n'y a pas de ressources stratégiques sur la terre ferme. Le Japon administre les îles et les considère comme un territoire japonais incontesté. La Chine affirme qu'elles sont historiquement chinoises et les îles relèvent de l'article 5 du traité de sécurité entre les États-Unis et le Japon. Cela signifie qu'une attaque contre elles serait vue comme une attaque contre le Japon, nécessitant une réponse militaire américaine. Mais les îles possèdent certaines ressources vitales pour la Chine et le Japon. Le contrôle des îles implique aussi celui de la mer adjacente via les accords sur la zone économique exclusive. Cela permet aux navires de pêcher légalement dans cette zone. Dans ce cas, les îles possèdent des réserves potentielles de pétrole non exploitées. La Chine et le Japon pourraient en tirer d'énormes avantages s'ils exploitèrent ces ressources sans revendication territoriale. À la différence de la mer de Chine méridionale, où les affrontements impliquent surtout des gardes-côtes et la milice maritime, le scénario des îles Senkaku est plus risqué car les acteurs professionnels peuvent causer d'importants dégâts dès le début du conflit. Et les navires japonais, les gardes-côtes, sont puissants, bien entraînés et s'appuient sur l'une des flottes les plus développées au monde. Les patrouilleurs chinois dans cette région deviennent de plus en plus grands, sont bien armés et sont soutenus par des destroyers de la marine. La haute saison de pêche ou un différend sur la surveillance ou l'exploitation des ressources peut suffire à déclencher un conflit. Les gardes-côtes japonais patrouillent pour empêcher les navires chinois d'entrer dans leur zone économique exclusive que Tokyo considère comme la sienne. Les vedettes des gardes-frontières chinois escortent leurs pêcheurs pour protéger leurs ressources. Les autorités chinoises ont publié des déclarations affirmant qu'elles en ont le droit. Si quelque chose tourne mal d'un côté ou de l'autre, ils demanderont très probablement immédiatement l'aide de l'armée, ce qui entraînera à nouveau le chaos et une escalade des manœuvres militaires pour assurer la sécurité de ce territoire. Le gouvernement japonais, soumis à une forte pression politique interne, pourrait officiellement déposer une protestation et avertir que toute ingérence dans ses opérations économiques ou militaires dans les mers sous son contrôle sera rencontrée par la force. La Chine refusera de reculer, comme cela a été le cas d'innombrables fois lors des précédents actes de terrorisme régional. La question de savoir qui est responsable devient secondaire par rapport à l'affrontement qui se développe autour des navires impliqués dans le conflit. Dès lors, un simple tir de sommation accidentelle suffit. La Chine pourrait lancer par erreur un missile en voulant tirer une fusée de signalisation ou activer un canon à eau. Le Japon pourrait amener trop de navires et laisser croire à la Chine que l'offensive a déjà commencé. Dans tous les cas, le résultat pourrait être un conflit entre les deux forces rassemblées autour des navires marchands. Les États-Unis, liés à la Chine par des accords de défense et de sécurité, doivent donc participer au conflit. C'est intéressant de voir comment un tas de cailloux insignifiants et sans importance, un amas de pierres, peut devenir la cause de la Troisième Guerre mondiale. Bon, ça suffit pour ainsi dire. Il y a encore quelques possibilités, mais ça suffit, bon, comme on dit. En réalité, cela nous montre que le baril de poudre est déjà prêt, la poudre sèche peut exploser, et peu importe la cause, ce qui compte, on sait que cela peut arriver. Et pourtant, ni en Chine ni aux États-Unis, personne ne veut mourir, encore moins dans l'enfer qu'on appelle une explosion atomique. La situation peut facilement devenir irréversible, lorsque les événements, comme une boule de neige, dévalent la montagne et que la boule grossit. Le gendarme de la planète, les États-Unis, refuse le rôle de gendarme mondial et propose à 5 grandes puissances de jouer ce rôle de policier. Dans leur région, les États-Unis en Amérique latine, la Chine et la Russie là-bas, dans leurs proches étrangers. Bien sûr, il n'est pas clair si quelqu'un va contenir la Chine, la Russie et les États-Unis pour les empêcher de soumettre les petits pays. Et l'organisation des empires suivant le modèle de 3 pays, en guerre inspirée du livre d'Orwell de 1980, c'est un peu similaire au globalisme, mais sans centre unique, c'est déjà bien. Plusieurs centres, ce n'est plus un centre global, c'est déjà de la concurrence. Oui, et puis bien sûr, le monde ne sera pas divisé en 5 parties, mais peut-être en plus, parce qu'il y a aussi la Turquie, il y a le Brésil, peut-être qu'ils décideront d'intervenir dans ce partage du monde. Ou alors, si les sunnites et Israël créent leur propre alliance d'Abraham. De toute façon, les petits pays ne pourront plus chercher des protecteurs, oui, dans les régions, et ils devront embrasser la bague du grand voisin, qui est aussi leur protecteur contre lui-même.
Créer une alliance de petits pays permet, en unissant armées et politiques étrangères, de passer d'une petite sardine à un poisson redoutable. Si ce n'est pas un requin, alors, je ne sais pas, peut-être un poisson de ce genre, quelque chose qu'on ne mange pas si facilement, un poisson marteau par exemple. Oui, bon, je sais que de tels poissons n'existent pas, je le sais, oui. Mais avant cela, il faut passer par l'étape de pacification des guerres et régler les questions de commerce, puis seulement reconstruire le monde en fonction de cela. Probablement moins utopique et moins centralisé que ce que proposent les collectivistes de tous bords et de toutes tendances. Il semble que nous vivrons bientôt le moment où la médecine arrêtera le vieillissement, commencera à régénérer même les cellules du cerveau ramollies par les années. Et au moment de la plus grande euphorie, quelqu'un vexé de ne rien avoir eu tirera sur la ficelle et le ballon s'envolera avec tout son air, son atmosphère soit vers, soit loin du soleil. Et la vie dans l'univers disparaîtra pour les 30 à 40 millions d'années à venir. Et après cela, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais tout simplement pas ce qui va se passer, mais pour nous, ce ne sera plus vraiment important. Sous-titre. Alors que Dieu accorde à ceux qui pensent à l'avenir de l'humanité d'imaginer et de commencer à mettre en œuvre un certain plan. Au moins, alors, nous aurons peut-être une chance de survivre. Jusqu'à la prochaine rencontre.